Alors, la semaine dernière, nous avions vu l'histoire, un peu l'évolution de l'Académie de Platon. Donc à partir de 387 avant notre ère, la date de création de l'Académie par Platon, jusqu'à la fameuse date de 529 de notre ère, où l'école est définitivement fermée, suite à l'édit de l'empereur Justinien. Et à l'intérieur de cette grande période, 387-529, on avait vu qu'il y avait une période un peu de sommeil, de 86 avant Jésus-Christ avec Sylla. Il y en a qui ont révisé leurs notes, qui n'ont pas prises, c'est génial. Ils connaissent. Oh, ouais. De 86 à 400 à peu près, où l'enseignement platonicien continue de se transmettre, mais sans le cadre d'une école instituée, avec des bâtiments, des locaux faits pour cela. On avait vu qu'à partir de 400, cette académie ressurgit, selon l'expression de Pierre Hadot, elle se greffe à nouveau sur l'ancienne académie pour retrouver un certain ancrage dans l'enseignement platonicien lui-même. Et elle est fondée donc vers 400 par Plutarque d'Athènes, et on avait vu que c'est cette école, donc cette résurgence de l'académie, qui, elle, sera fermée en 529 avec les derniers diadoques, comme on les appelait, les successeurs de Platon, Proclus, Damascus et Simplicius, qui, une fois l'école fermée, partent en exil vers le Moyen-Orient. Alors aujourd'hui, on va étudier l'école néoplatonicienne à Alexandrie, qui est en fait contemporaine de la dernière période de celle d'Athènes. Et on va étudier surtout la résurgence de cette académie platonicienne à Florence, au moment de la Renaissance, avec deux personnages qui vont jouer un rôle très important, qui sont Côme de Médicis et Gémiste Pléton. Gémiste Pléton est un illustre inconnu en général, et pourtant il faut savoir que, on verra, d'origine byzantine, c'est lui, avec Côme, qui va définir le projet de l'Académie platonicienne à Florence. Même si, ensuite, c'est surtout à Marsile Ficin, grand traducteur devant l'Éternel, l'on doit le développement de cette académie. Mais la conception, en fait, l'idée, vient de Gémiste Pléton. Et c'est pas neutre pour la suite de l'histoire. Donc Marsile Ficin, qui est un peu plus connu, qui va aussi travailler avec Côme, Médicis, et puis le petit génie, là, hyper connu, par ce savoir universel, cet idéal, voilà, d'un savoir vraiment extrêmement large et très éclectique, qui est Pico, Giovanni Pico della Mirandola, Pic de la Mirande. Voilà. Donc je vous ai marqué leur date et trois personnages qu'on va étudier un peu plus. Alors, pour Alexandrie, pour comprendre le courant néoplatonicien à Alexandrie, il faut faire un petit peu d'histoire. Enfin, court, mais pour situer quand même ce courant alexandrin. Puisqu'à l'intérieur du vaste mouvement philosophique que l'on désigne globalement sous le nom de néoplatonisme, en fait il y a beaucoup d'écoles et de courants assez divers qui vont se développer entre surtout le IIIe siècle et le VIe siècle de notre ère.
3e, 6e de notre ère. Et ce courant, évidemment, alexandrin, ne vient pas de nulle part, hein, il n'est pas né comme ça, il a une origine. Et l'origine, c'est déjà le courant néoplatonicien fondé par Plotin. Bon, là je ne reviens pas trop là-dessus parce que c'est connu. Fondé par Plotin à Rome, Plotin qui enseigne à Rome de 245 à 270. Vous voyez, déjà on est dans le IIIe siècle. Et ce courant, cette école, va être maintenue vivante par les successeurs de Plotin, surtout Porphyre, qui va être son disciple direct, et les successeurs de Porphyre, au premier rang desquels il y a Jamblique. Porphyre, Jamblique, on a déjà un petit peu parlé. Et avec Jamblique notamment, le néoplatonisme se répand en Asie mineure, notamment dans 2 villes d'Asie mineure qui sont Antioche, qui est aujourd'hui en Turquie, et Apamée. Apamée qui est en Syrie. Antioche et Apamée, et Jamblique enseigne à Apamée. Et Jamblique réussit, c'est la spécificité de son œuvre, réussit à synthétiser la métaphysique de Plotin, avec les Énéades, et puis quelque chose de spécifiquement moyen-oriental qu'on appelle la théurgie. Théorie et pratique de la théurgie. La théurgie, T-H-E-U-R-G-I-E, théurgie, ça se définit comme un ensemble de pratiques, de rythmes, mais aussi d'enseignements sur la liaison de l'homme avec le divin. Mais dans son aspect pratique, dans son aspect rituel, dans son aspect concret, et pas seulement intellectuel ou métaphysique. Et ça, c'est quelque chose qui nous vient du Moyen-Orient et qui va donner une orientation très particulière au néoplatonisme à partir surtout de Jamblique. Plotin est déjà un pont entre l'Orient et l'Occident, mais c'est surtout Jamblique qui va étudier les fameux oracles chaldéiques, enfin un certain nombre de littératures qui nous viennent du Moyen-Orient, voire un peu plus encore à l'Est. Ça s'écrit Jamblique. Jamblique, ça s'écrit J-A-M-B-L-I-Q-E, qui est disciple de Porphyre. Donc il y a Plotin, Porphyre, comme le Porphyre, et Jamblique. Et c'est Jamblique qui va donc réaliser cette synthèse entre la métaphysique de Plotin, avec l'être, l'âme, l'un, l'être, l'intellect, l'âme, enfin toute cette hiérarchie de création, et puis ces pratiques et connaissances de la théurgie, avec au premier rang desquels un ensemble d'oracles, d'hymnes, de prières qu'on appelle les oracles chaldéiques. Chaldéiques comme la Chaldée. Oracle chaldéique, dont il est important de parler maintenant, puisque ça va être aussi un des thèmes beaucoup étudiés à la Renaissance, par justement ce dont vient de parler Fissa et Mirandol. Donc, c'est cette synthèse, notamment de Jamblique, qui va fournir à l'empereur Julien, le fameux Julien dit l'apostat, comme dit Gerfagnon, Julien, une base doctrinale pour le renouveau de la religion traditionnelle, ou de la religion païenne, qu'il tente de faire triompher sous son règne. Bon, il n'y réussira pas, mais il y aura là un essai de renouveau de la philosophie de la religion à partir des écrits de Jamblique. Donc, de cette école syrienne, et notamment d'Apamée,
vont surgir plusieurs rameaux. D'une part, l'école de Pergame, qui est située là aussi aujourd'hui en Turquie, pas très loin de Phocée, l'ancienne Phocée, qui est extrêmement célèbre pour sa bibliothèque, puisque la bibliothèque de Pergame va faire concurrence à la bibliothèque d'Alexandrie, donc bibliothèque de Pergame extrêmement célèbre. Donc l'école de Pergame qui va s'orienter très nettement justement vers ces connaissances et pratiques de la théurgie. Et puis l'école d'Athènes, dont on a parlé, qui parvient à se greffer sur la souche de l'antique académie de Platon, au début donc du 5e siècle, vers 400. Et il y a un troisième rameau qui apparaît à peu près au même moment, qui est le rameau d'Alexandrie. Donc, vous voyez, il y a déplacement vers le Moyen-Orient et à partir de là, Pergame, Athènes et Alexandrie vont se développer à peu près au même moment. Et cette école d'Alexandrie va survivre à l'école d'Athènes puisque elle ne sera fermée qu'en 640. Donc elle va survivre d'un peu plus d'un siècle à l'école d'Athènes en 640 au moment de la conquête arabe. Et ce qui va donner à cette école d'Alexandrie un rôle très très important dans la transmission du patrimoine hellénique vers le monde arabe. On avait parlé la semaine dernière de l'exil des derniers philosophes de l'école d'Athènes vers Harran, en Mésopotamie, mais il y a aussi le rôle de l'école d'Alexandrie, une fois qu'elle est fermée, avec la conquête arabe, eh bien, un grand nombre de savoirs et d'ouvrages vont passer au monde arabe à ce moment-là. Pourquoi l'école d'Alexandrie va survivre un peu plus longtemps que l'école d'Athènes? C'est pas bien mystérieux, puisqu'en fait cette école d'Alexandrie va se situer dans un contexte de compétition, de concurrence assez effrénée entre le christianisme et la philosophie antique, la philosophie dite païenne à partir de ce moment-là, et il y aura sûrement des concessions plus importantes faites par les philosophes alexandrins vis-à-vis du christianisme, à telle enseigne que même certains responsables de l'école d'Alexandrie se convertiront au christianisme. Donc une sorte de mélange ou de syncrétisme entre la philosophie néoplatonicienne et le christianisme qui fait que les autorités vont laisser cette école d'Alexandrie tranquille, alors que ceux d'Athènes étaient restés plus, on va dire moins prêts aux concessions, et avec la vision chrétienne. Bon, c'est comme ça qu'on peut expliquer le fait que jusqu'en milieu du 7e siècle, cette école d'Alexandrie va se développer. Alors, bon, ça c'était un petit peu l'introduction. Donc cette école néoplatonicienne d'Alexandrie, il faut attendre le 5e siècle de l'ère chrétienne pour trouver une école philosophique vraiment développée, concurrente entre guillemets, en tout cas comparable à celle d'Athènes. Mais sa création remonte d'avant, et à ses origines, on va rencontrer la fameuse donc philosophe Hypatie, dont les dates c'est 350-415, donc vous voyez quatrième début du 5e siècle, fille du célèbre mathématicien Théon d'Alexandrie, et Hypatie qui va donc avoir un rôle très important au musée d'Alexandrie, c'est-à-dire cette immense institution qui est une sorte d'université, un centre de recherche et de traduction extrêmement important. Bon, vous connaissez un petit peu la vie tragique d'Alexandrie, ce qui montre bien qu'on est dès cette époque dans une rivalité, un conflit
entre la nouvelle religion chrétienne et puis la philosophie païenne. Bon, Hypatie, elle s'est trouvée, comme on dirait aujourd'hui, instrumentalisée, hein, prise dans un conflit qui la concernait elle, mais pas seulement, hein, entre le préfet de la ville, Oreste, qui suivait l'enseignement d'Hypatie, qui lui était favorable, et puis l'évêque Cyril, qui lui voyait en Hypatie quand même une dangereuse concurrente. Mais c'est surtout un conflit qu'il y a eu entre le préfet et l'évêque, où Hypatie s'est trouvée partie prenante. Donc Hypatie, qui durant quand même ces années d'enseignement avait formé des disciples, et dont un qui est le plus célèbre, qui est Synésius, hein, ou Synésios de Cyrène, puisqu'il va devenir évêque. Alors ça, c'est vraiment très intéressant de voir cette période charnière illustrée par le destin d'Hypatie, dont le principal disciple va devenir évêque. Et pas n'importe quel évêque, évêque de Cyrène, qui est quand même une très grande ville, hein, d'Afrique du Nord, où il y a une communauté chrétienne très importante. Donc vous voyez, c'est symptomatique de ce passage. Donc Synésios de Cyrène, qui va écrire un certain nombre d'œuvres, qui va prendre la suite, hein, d'Hypatie à sa mort pendant quelque temps, avant d'être nommé donc, évêque de Cyrène. Et après, on a Hiéroclès, donc il prend la suite de cette école d'Alexandrie. Hiéroclès qui va être un disciple de Plutarque d'Athènes. Alors ça c'est intéressant aussi, puisqu'en fait la plupart des responsables de l'école d'Alexandrie vont être formés par les philosophes d'Athènes. Et vice-versa, un certain nombre des philosophes de l'école néoplatonicienne d'Athènes vont venir à la bibliothèque d'Alexandrie aussi suivre un certain nombre d'enseignements. Pour dire qu'il y a vraiment un lien très, très fort entre les écoles d'Athènes et d'Alexandrie. Donc Hiéroclès, disciple de Plutarque, qui va commenter, entre autres, ce qu'on appelle les vers d'or pythagoriciens, c'est-à-dire une œuvre, pas de Pythagore, mais associée au courant pythagoricien, qu'on appelle les vers d'or, les vers dorés, qui sont un certain nombre de conseils pour la vie quotidienne des pythagoriciens, mais aussi qui témoignent d'un certain nombre de connaissances de ces pythagoriciens. Et on a ensuite le fameux Hermias, qui lui qui va étudier à Athènes sous Syrianus, c'est-à-dire sur celui qui va prendre la succession de Plutarque, donc disciple de Syrianus, et qui va être le successeur de Hiéroclès. Bon. Hiéroclès est relativement connu par notamment tout un travail qu'a fait Ilse Traut Hadot, l'épouse de Pierre Hadot, sur tous ces philosophes néoplatoniciens, notamment alexandrins. Donc là, il y a des études qui permettent de mieux connaître ce Hiéroclès, qui sinon serait quand même assez méconnu. Donc ensuite, on a Hermias, et puis on a Ammonius, fils d'Hermias, qui va succéder à son père et qui va commenter Aristote et aussi certains dialogues de Platon. Puisqu'une des caractéristiques de cette époque, c'est que l'on commente beaucoup. On commente les œuvres d'Aristote, on commente les dialogues de Platon, et on fait même des commentaires. C'est-à-dire que là, le Moyen-Âge se prépare avec toutes ces études qui vont devenir parfois un petit peu rébarbatives, puisque le contact direct avec les textes originaux se perd un peu au profit de commentaires, d'exégèses, etc. Ensuite, on va avoir quelqu'un d'assez connu, Jean Philopon.
Jean Philopon, qui va être en partie responsable de l'école d'Alexandrie, qui est professeur de philologie, hein, donc on surnomme le grammairien, et qui va se faire connaître notamment par une polémique qu'il va créer contre la vision de Proclus, et qui va être le premier à dire en fait que la vision grecque des origines de l'univers ressemble beaucoup à ce qu'on peut lire dans la Bible. Et il va combattre Proclus sur la vision de Proclus, mais qui est la vision de Platon aussi, sur la notion d'éternité. Donc là, il y a vraiment avec Jean Philopon une sorte de bascule, hein, qui s'opère dans ce sens d'une synthèse, hein, ou d'une symbiose qui va se faire entre la vision platonicienne ou néo-platonicienne, vision grecque on va dire, et puis le christianisme. Parce que c'était quand même très osé de dire que la création, hein, chrétienne est la même chose que la vision grecque, hein, sachant que dans la vision grecque, il n'y a jamais cette notion de création. Mais il fallait quand même pouvoir tenir les deux ensemble. Ensuite, on a Olympiodore le Jeune, qui est né vers 500, et qui est celui de tous les auteurs, hein, précédents dont on a le plus d'ouvrages, surtout des commentaires, là encore, sur les œuvres de Platon et sur Aristote. Hein. Vous voyez qu'une des caractéristiques de ce courant néo-platonicien, c'est de considérer à peu près comme égaux, hein, en tout cas dans les études, Platon et Aristote. Et bien sûr Plotin, mais ce n'est pas la référence unique, hein, à Platon. Et ses successeurs se nomment Élias, David, Étienne d'Alexandrie, qui va être le dernier, qui va être responsable de l'école vers 620, hein, 620 de notre ère. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est des liens très très étroits qui unissent les philosophes d'Athènes et les philosophes d'Alexandrie. Il est évident qu'Alexandrie, de par sa situation aussi géographique, est vraiment un carrefour. Et donc c'est une ville extrêmement propice à ce bouillonnement, hein, de courants juifs, chrétiens, païens, hein, et qu'il va y avoir évidemment beaucoup de symbioses, hein, de synthèses qui vont voir le jour à Alexandrie, alors qu'à Athènes, on est moins touché par notamment les mouvements juifs ou chrétiens. À toute petite échelle, ce qu'on peut connaître de la vie de Marseille, hein, au niveau philosophique, au niveau aussi de son école de grammaire, nous rapproche un peu plus d'Alexandrie en fait que d'Athènes. Il y a pas mal de traits qui rapprochent Marseille et Alexandrie, comme ne serait-ce que par la situation géographique, hein, d'une ville ouverte à tous ces courants qui vont se mélanger et qui vont évidemment faire prendre au néoplatonisme une orientation très particulière, très éclectique, hein, très éclectique et très synthétique. Alors, le programme des études va se ressembler beaucoup entre Athènes et Alexandrie. C'est Hilzetraut Haddo qui dit qu'il n'y a pas d'école néoplatonicienne d'Alexandrie dont les tendances doctrinales différeraient des tendances propres à l'école d'Athènes. Bon. Donc elle soutient plutôt la thèse vraiment d'une ressemblance, hein, très, très forte entre les deux écoles, ce qui n'est pas partagé par tous les historiens. Quel est ce programme des études, hein, dans l'école néoplatonicienne? Donc, il semblerait à Alexandrie comme à Athènes. Il était organisé de la façon suivante. Pendant 2 ans, on lisait tout Aristote.
Ça, c'était, je pense, pour décourager les élèves de l'école néoplatoniste. Non, je blague. Mais en 2 ans, étudier et lire et commenter tout Aristote, les œuvres logiques, la métaphysique, bon, il fallait quand même être bien motivé. Pour ceux qui survivaient à ça, on étudiait ensuite les dialogues de Platon, et dans un certain ordre que je vais vous expliquer. Et enfin, dans un 3e temps, on montrait les accords possibles entre la théologie platonicienne, mais qui était plutôt en fait la théologie aristotélo-platonicienne, donc on pouvait tirer à la fois d'Aristote et de Platon, et d'autres écrits, donc ces fameux écrits venus du Moyen-Orient, comme les oracles chaldéiques, ces fameux oracles chaldéiques, mais aussi des écrits ou toute une tradition plus spécifiquement grecque, comme les écrits pythagoriciens ou les écrits orphiques. Toute cette tradition d'Orphée, la tradition orphique, qui est une tradition assez mystique. Donc, quand je dis la théurgie, je parlais de théurgie tout à l'heure, disons que c'est vraiment l'étude des pratiques, des rituels. Il y a tout un côté un peu magique, mystique, qui va venir féconder quelque part la métaphysique, parfois un peu sèche, de la philosophie grecque. Donc mystique, magie, on emploie ici ce terme magie. Alors c'est souvent employé par des gens qui emploient ce mot avec une connotation un petit peu péjorative, mais il faut savoir que la magie, dans cet enseignement un petit peu ancien, c'est l'étude des correspondances. La magie, ou dans les enseignements magiques qui s'appliquent ensuite, qui peuvent s'appliquer au quotidien, et l'alchimie, quelque part, est une discipline qui appartient à ce registre magique. La magie, c'est l'étude des correspondances entre les différents règnes de la nature, mais aussi entre le microcosme, le macrocosme, entre l'individu, entre l'être humain et l'univers, c'est-à-dire tout ce qui peut être en résonance dans la nature. Et une des applications concrètes de cette vision magique où rien n'est isolé, eh bien, c'est de pouvoir, par exemple pour l'homme, rentrer en communication avec des entités supérieures, de la nature, jusqu'aux êtres célestes les plus élevés. C'est ça qu'on entend par donc, théologie, magie, mystique, qui va venir intégrer le corpus doctrinal platonicien et aristotélicien. Alors, les dialogues de Platon sont lus dans un ordre déterminé par un programme pédagogique. On n'étudie pas les dialogues dans n'importe quel ordre. On étudie d'abord Alcibiade, Gorgias, Phédon, puisque c'est dans ces dialogues qu'on considère qu'il y a les éléments de l'éthique. Phédon, avec tout l'enseignement sur l'immortalité de l'âme, et le Gorgias sur la vertu, savoir qu'est-ce qui est plus vertueux, la rhétorique ou la philosophie. Donc, on étudiait déjà ces 3 dialogues, Alcibiade, Gorgias et Phédon. Ensuite, on étudiait le Cratyle, qui est un dialogue qui nous parle du langage. C'est un très beau dialogue, je crois qu'on l'avait étudié, sur l'origine du langage. Est-ce que le langage est une simple convention, ou est-ce que les mots sont presque au niveau des idées, c'est-à-dire comme des éléments qui préexistent et dont la voix va être un petit peu le porteur, le porte-parole. Bon, ça c'est le grand débat du Cratyle sur le rôle du langage. Et puis le Théétète, qu'on avait aussi étudié, le Théétète, qui est un dialogue sur la science. Qu'est-ce que la science?
Et le cratyle et le théétète sont étudiés surtout par rapport à la logique, puisque c'est deux dialogues extrêmement bien construits, avec un ensemble de questions-réponses, et qui nous permettent d'étudier vraiment la logique. Tout ce travail de dialogue avec les arguments sur qu'est-ce que la science, qu'est-ce qu'elle n'est pas, etc. Donc, rudiment de logique. Ensuite, on étudie le sophiste et le politique. Sophiste et le politique, qui sont des ouvrages majeurs, qu'on va étudier d'ailleurs le mois prochain, pour là les thèmes plus politiques, mais aussi la physique de Platon a été étudiée à travers le sophiste et le politique. Physique et politique. Ce qui à l'époque font bon ménage. Parce que c'est de la manière dont on se représente l'univers qu'on peut se représenter cet univers intermédiaire qui est la cité, le mésocosme. Ensuite, le Phèdre et le banquet, qui introduisait la théologie. Bon, le banquet, vous connaissez, un dialogue sur l'amour, sur Eros. Phèdre avec la fameuse image de l'attelage ailé, qui symbolise l'âme, l'âme humaine, donc des éléments de théologie platonicienne avec le Phèdre et le banquet. Et tout culminait dans le Philèbe, un autre dialogue très important, et surtout l'apothéose, c'était les deux dialogues peut-être les plus complexes de Platon, qui sont le Timée, qu'on avait quand même abordé nous, il y a quelque temps, qui raconte la création de l'univers, le Timée, et celui auquel on va s'attaquer bientôt, le Parménide. Le Parménide, qui est le dialogue de Platon, qui étudie la vision du présocratique Parménide, qui a écrit dans son poème « L'être est, le non-être n'est pas ». Et il a peu écrit, mais disons que depuis cette époque, ça fait couler beaucoup d'encre, beaucoup d'interprétations sur la vision de l'être de Parménide. Donc voilà, le Timée et le Parménide qui couronnaient les études sur Platon, sur l'étude des dialogues de Platon, et ensuite on étudiait donc les autres textes plus exotiques, entre guillemets, venus du Moyen-Orient. Alors, pourquoi le sort différent entre les deux écoles? Je l'ai évoqué déjà un petit peu. Damascus, donc qui est le dernier de l'école d'Athènes, donc il n'est pas forcément tout à fait impartial, mais il nous rapporte qu'Harmonius, fils d'Hermias, aurait discuté avec l'évêque d'Alexandrie des corrections à apporter à la philosophie grecque pour la rendre compatible avec le dogme chrétien. Voilà. Donc là, pour Damascus, évidemment, c'est un petit peu une attaque contre ces philosophes alexandrins qui sont prêts donc à des compromissions avec le dogme chrétien pour le rendre la philosophie païenne compatible avec ce dogme chrétien. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais ce que l'on peut savoir quand même, c'est que ces philosophes alexandrins savaient ménager les puissantes autorités religieuses. Que probablement l'exemple d'Hypatie, qui elle n'avait voulu faire aucune concession, était encore dans les esprits, et là ces philosophes alexandrins sont peut-être plus prêts à mourir pour défendre la pureté du dogme païen, et donc il y a ces concessions faites au dogme chrétien. Plusieurs d'entre eux sont d'ailleurs se convertissent, comme je dis, comme Olympiodore, se convertissent au christianisme. Donc très probablement ce sont ces précautions, cette prudence à l'égard du christianisme qui valut à l'école d'Alexandrie de durer un tout petit peu plus longtemps.
l'historien Saffray a observé aussi que l'année de la fermeture de l'école d'Athènes, donc en 529, Jean Philopon composait contre Proclus un traité destiné à montrer que le monde avait été créé comme expliqué dans la Bible. Alors Jean Philopon, évidemment, va être considéré par certains comme un traître à la philosophie, Mais ce qu'il faut bien retenir donc, de ce climat alexandrin, dès le 1er siècle, mais surtout entre le 3e et le 6e siècle, c'est ce climat de christianisation de la philosophie grecque. Et évidemment, c'est complexe parce que, comme c'est cela qui va ensuite être transmis au monde arabe, et après ce monde arabe qui va chercher une compatibilité avec la révélation de l'islam, ceci sera facilité quelque part par déjà cette christianisation, puisqu'on est quand même face à une vision monothéiste dans les deux cas. Bon, donc ça c'est au niveau de la philosophie de l'histoire, c'est vraiment intéressant, et pour voir que ceci a pris quand même quelques siècles pour disons, avoir cette interaction entre la philosophie classique et le christianisme, le dogme chrétien. Alors, bon, voilà ce que je pouvais vous dire sur Alexandrie, comme on a déjà parlé à plusieurs reprises d'Alexandrie, l'école d'Alexandrie. Je ne vais pas m'étendre plus. Pour aborder l'école néoplatonicienne de Florence. Donc là, on fait un saut quantique de presque d'un millier d'années, presque, pour passer à cette période très, très étrange de la Renaissance, où on va voir ressurgir presque à l'identique ces derniers développements de l'école néoplatonicienne tant d'Athènes que d'Alexandrie, avec un petit passage entre-temps par le Moyen-Orient et par Byzance, qui va jouer aussi un rôle important. Donc, juste retour des choses après notre fameux Moyen-Âge et le fameux développement de la scolastique médiévale, où on va là aussi développer les sommes théologiques avec tous les arguments pour, contre, à partir des œuvres d'Aristote et de Platon. Alors l'Italie, c'est le premier laboratoire de l'expérience de la Renaissance, avec une volonté farouche des premiers renaissants, qui ne s'appelait pas comme ça, puisque le terme de Renaissance ne date que du 19e siècle, est assez récent, mais il sentait bien quand même qu'il y avait quelque chose qui renaissait. En tout cas, c'était une volonté de combler le gouffre entre la Rome antique et les splendeurs de la Rome antique avec la patrie de l'époque, l'État de l'époque, donc du 14e, à partir du 14e siècle. Et très vite, partie des villes italiennes, ces villes italiennes qui à l'époque veulent chacune avoir son forum, exactement à l'identique de ce qui se passait dans l'Antiquité, très vite cette Renaissance va gagner toute l'Europe. Va gagner la France, va gagner l'Allemagne, va gagner l'Angleterre, mais le point de départ est l'Italie. Et il va y avoir une date très importante pour le sujet qui nous occupe ce matin, c'est 1439-1443. Donc début du 15e, 1439-1443, où il y a un tournant. Et ceci va être fondamental pour la suite. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe qu'à Florence, c'est pour cela que tout va ensuite se passer à Florence. À Florence, il va se dérouler un concile.
Et ce concile réunit les théologiens et humanistes latins et les élites religieuses et culturelles de Byzance, notamment sur le grand problème, la querelle du filioque. Ce qu'on appelle en latin la querelle du filioque. Filioque, filio fils, que est, c'est-à-dire faut-il et quel statut donner au Fils dans la Trinité chrétienne, Père, Fils, le Saint-Esprit. Et là, c'est une querelle qui va durer plusieurs siècles, avec des discussions à n'en plus finir. Et il y a une opposition radicale entre les théologiens latins, qui sont pour intégrer la figure du Fils dans la Trinité, donc c'est ce qu'on connaît, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et l'Église d'Orient, l'Église orthodoxe, qui ne donne absolument pas au Fils ce même statut, et pour qui le Père représente à lui tout seul la puissance divine. Donc la Trinité chrétienne n'est absolument pas vue de la même manière par l'Église d'Occident et l'Église d'Orient. Querelle du filioque, ça vous intéresse, là, voilà, vous avez de quoi vous amuser. Et donc, ce concile est là, entre autres, pour faire dialoguer les représentants des deux églises. Et c'est à ce moment-là que on dit que la Renaissance latine devient une Renaissance grecque. C'est-à-dire qu'avec cet apport, ces discussions avec les Byzantins, d'où l'expression, discussion byzantine, l'esprit byzantin étant réputé pour être un esprit un petit peu complexe, eh bien, les référents de cette Renaissance ne seront plus issus de l'Antiquité romaine, mais issus de l'Antiquité grecque. Il va y avoir un retour en force, donc, de la référence à la philosophie et, de manière générale, à la pensée grecque, et non plus simplement latine. Donc là, il y a vraiment un basculement, Renaissance grecque. Et c'est pourquoi Florence va devenir la capitale, pendant quelques dizaines d'années, du néoplatonisme occidental. Et c'est pas à Rome que ça se passe, c'est pas à Venise, c'est pas à Pise, c'est pas à Padoue, qui est pourtant une grande université, c'est à Florence. Parce qu'il y a ce facteur déclencheur de ce concile, où pendant quand même presque 4 ans, c'est long, vont discuter les représentants des deux églises. Et c'est pour ça que ce fameux gémiste Platon, on étudiera un peu plus tout à l'heure, va jouer une influence déterminante, puisque lui va défendre la position de l'Église byzantine contre le statut du Fils. Et comme les discussions sont âpres et qu'il est très déçu, dans un premier temps, par les réactions des théologiens latins, il va essayer de justifier cette position religieuse par l'emprunt à la métaphysique grecque, pour trouver quand même un terrain d'entente et une union qui ne soit pas simplement artificielle, de façade, mais avec des arguments. Et il va aller chercher des arguments dans la tradition grecque. Oui, bien sûr. Parce que, vous savez, l'unité, je vous ai quand même beaucoup parlé de l'unité et du bien, qui
qui n'est pas ternaire. Hein. Au pire, il est double, comme on avait vu avec la diade, mais il n'est pas ternaire. Hein. Et donc, lui, ce qu'il va, il va défendre, c'est cette notion d'unité, vraiment peut-être indicible, hein, innommable, mais fondamentale pour la métaphysique occidentale. Donnant donc beaucoup moins d'importance à cette notion de trinité que les théologiens latins. Mais évidemment, c'est remettre en cause aussi tout le processus d'incarnation de Dieu le Père dans la figure du Christ. Donc c'est pour ça que c'est un sujet quand même extrêmement brûlant. Donc, Gémiste Platon, et ensuite il va y avoir Marsile Ficin, Pic de la Mirandole, qui vont être aidés par les mécènes de la famille des Médicis, surtout donc Côme l'Ancien, et Laurent Médicis, Laurent le Magnifique. Et ça, c'est quelque chose qui se voit au niveau philosophique, mais aussi, bien évidemment, au niveau artistique, puisque les grands artistes de la Renaissance vont avoir les Médicis comme mécènes. Et dans l'étude de leurs œuvres, on voit bien l'immense importance de l'inspiration grecque. C'est les héros grecs, c'est les dieux grecs qui sont peints, qui sont représentés. Et bon, je vous rappelle simplement, par rapport à Botticelli, par exemple, qu'on avait étudié, avec la naissance d'Aphrodite ou le printemps, Botticelli, l'interprétation philosophique, évidemment, qu'on peut en faire, puisque Vénus, Aphrodite, c'est Psyché, et donc ça reprend exactement les visions, par exemple, d'un Marsile Ficin sur l'âme, et qui est une vision tout à fait platonicienne. Donc ça se voit dans l'art, avec Botticelli, avec Léonard de Vinci, qui lui n'appartient à aucun courant, qui est tellement un génie énorme qu'il ne se rattache pas à ce courant de l'académie, mais Raphaël, Bruni aussi, et les sculpteurs aussi, Brunelleschi et autres. Brunelleschi. Donc il va y avoir toute un jaillissement de ces références grecques qui vont se traduire dans l'art. Alors, c'est ce qu'on connaît le plus, la Renaissance artistique. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est mue, cette Renaissance artistique, par une Renaissance philosophique et théologique. Michel-Ange, bien sûr, Michel-Ange, Raphaël, qui vont faire revivre tous ces dieux et héros de l'Antiquité grecque. Alors, on entrevoit ici le rêve et l'ambition de ce qu'on appelle l'esprit de la Renaissance, puisque cet esprit de la Renaissance entend bien sûr restaurer les disciplines classiques, mais aussi retrouver la notion d'une dignité de l'homme, qu'il considère que le Moyen-Âge ou la scolastique médiévale a mis à mal. C'est un des grands thèmes de Pic de la Mirandole, de la dignité de l'homme. Et cette dignité, ce n'est pas simplement une problématique morale, mais elle vient de la position de l'être humain dans la hiérarchie du réel entre les êtres célestes et les êtres ou les espèces minérales, végétales, animales. Et l'être est vu vraiment, l'être humain est vu comme un pont, enfin vraiment un médiateur, qui a une position tout à fait privilégiée entre, pas entre les anges et les démons, mais entre les entités supérieures et les entités qui sont moins évoluées, disons, que l'être humain. Et c'est ça qui fait la grandeur et la dignité de l'homme à la Renaissance. C'est pour ça qu'on va parler d'humanisme à la Renaissance, avec cet idéal aussi de ce que les Italiens appellent l'uomo universale, l'homme universel, c'est-à-dire qui peut connaître aussi toutes les disciplines du savoir. Et pour ça que Pic de la Mirandole est le symbole de cet esprit de la Renaissance, puisqu'il a une culture phénoménale,
il va écrire une œuvre colossale et qui touche à tous les domaines du savoir, pas simplement littéraire, mais aussi scientifique, puisqu'il faut aussi se rendre compte que c'est à ce moment-là que, mu par cet esprit de Renaissance, il va y avoir les grandes découvertes scientifiques de Copernic, Kepler, Galilée, Bruno, etc. Donc c'est vrai que c'est une période extrêmement à la fois courte mais extrêmement dense et qui va faire prendre un tournant à l'esprit occidental et qui va expliquer aussi quelque part l'émergence des Lumières un petit peu plus tard. Donc la dignité de l'homme, rivalisée parfois aussi avec le divin, il s'agit de tirer de l'Antiquité assez d'énergie intellectuelle et morale pour régénérer la civilisation, c'est-à-dire vraiment pour apporter un renouveau, une renaissance, mais au sens vraiment premier du terme, arracher l'Occident à la barbarie ou à la décadence. Donc le projet de la Renaissance, c'est d'offrir à l'homme un modèle de vie complet, par quoi il se dépasse lui-même et il joue à plein ce rôle d'être vraiment en tension entre deux mondes. C'est ce qu'on va trouver avec les trois grands représentants de l'Académie florentine. La littérature scientifique grecque, rapportée de Byzance, Archimède, Ptolémée, Euclide, est rapportée, elle est commentée, elle est traduite, publiée par les humanistes italiens, et c'est ce qui va faire donc ce bond à la science européenne. Le statut de la philosophie va aussi changer radicalement par rapport à ce qu'elle était devenue au Moyen-Âge, c'est-à-dire une discipline essentiellement intellectuelle, de commentaires, de disputes, d'argumentation logique, mais où il n'y avait plus du tout ce lien avec le mode de vie, qui était quand même une des grandes caractéristiques de la philosophie antique. Donc là, on revient à quoi? On revient aux philosophes antiques pour leur connaissance, leur vision théorique, leur corpus doctrinal, mais aussi et surtout par leur exemple de vie. Et là, c'est une période où on redécouvre Socrate, on redécouvre Platon, Aristote, Épictète, Sénèque, enfin tous les classiques, pour les reprendre comme modèle éthique, et pas simplement comme des gens savants qui ont écrit beaucoup de choses. Et c'est ce côté exemplaire des philosophes classiques qui revient en force, puisque ça avait été peu à peu totalement éclipsé par les théologiens latins. Donc on écrit des vies des biographies sur tous ces philosophes, et aussi quelque chose qui est très important pour la suite, c'est qu'on réhabilite la préoccupation politique de ces philosophes antiques, puisqu'il ne faut pas oublier que la philosophie grecque classique est une philosophie politique. Et donc, il y a de nouveau un intérêt qui avait été complètement laissé de côté aussi, qui ressurgit, et c'est ce qui va donner les œuvres ensuite d'un Machiavel, qui est le plus connu, un peu souvent caricaturé, mais qui va redonner ses lettres de noblesse à la philosophie politique, qui avait été largement abandonnée. Et c'est pour ça que cette renaissance, c'est une rupture, mais il va y avoir ensuite une continuité entre cet esprit de la Renaissance, cette période, et l'esprit des Lumières, qui va venir après, avec ce besoin de refonder une pensée philosophique, de refonder une métaphysique, et aussi de remettre la politique au cœur du questionnement philosophique. Et en France, on est bien placé avec ensuite la Boétie, Montaigne, Montesquieu, nos grands philosophes politiques. C'est de là, disons, de ce mouvement de la Renaissance que ça vient. Donc on réhabilite l'éthique réalisée par les philosophes antiques, et surtout c'est aussi
une grande période où on s'ouvre à d'autres traditions philosophiques, religieuses et d'autres langues. On redécouvre l'hébreu, l'arabe, le chaldéen, et nos grands philosophes de la Renaissance vont connaître un engouement pour étudier pas simplement le grec et le latin, mais l'hébreu, et donc ce qui va avec l'hébreu, l'étude de la Kabbale, donc l'ésotérisme hébraïque, l'arabe, avec là aussi l'étude de l'ésotérisme musulman qui est le soufisme, et le chaldéen, pour revenir vraiment aux origines. Donc on redécouvre l'ancienne sagesse du Moyen-Orient et de la Perse, le zoroastrisme, Zoroastre, le manichéisme, la vision de Mani, et le rôle des mages donc orientaux, moyen-orientaux, dans la transmission de cette sagesse. Donc l'académie, elle est fondée, elle est refondée, donc on peut dire en 1459. 1459, donc par Côme de Médicis et Gémiste Pléton. Et elle va être très vite dirigée par Marsile Ficin. Et en 1462, il y a une date intéressante, qui est que Côme de Médicis fait don à Marsile Ficin, mais à l'académie d'une villa, qui est la villa Careggi, près de Florence, où vont s'installer donc une assemblée de savants, de chercheurs, de traducteurs. Et donc ça rappelle un petit peu la structure de l'ancienne académie, tant l'académie platonicienne que l'académie néo-platonicienne. Et donc c'est une nouvelle Athènes, une nouvelle Alexandrie, une nouvelle Apamée, qui ressurgit aux alentours de Florence. La villa Careggi, C-A-R-E-G-I, elle se visite aujourd'hui quand on va à Florence. Et là, il est évident que si l'idée vient de Côme et de Gémiste Pléton, le développement de cette académie doit beaucoup à la personnalité, au travail titanesque de Marsile Ficin, qui va se mettre à traduire pratiquement toutes les œuvres de Platon, cette fois du grec au latin, directement du grec au latin, sans plus passer par l'arabe. Et donc, bien sûr, c'est ce nom d'académie qui va être donné en hommage à l'ancienne académie platonicienne. Et donc, autour de cette académie vont se regrouper des gens comme Pic de la Mirandole, mais aussi Ange Policien, Laurent le Magnifique, et un certain nombre d'artistes, de peintres, de sculpteurs, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, un immense développement qui ne va pas durer très longtemps, puisqu'elle va fermer en 1521. Donc environ 60 ans. Donc c'est pas énorme, mais c'est extrêmement dense et ça va avoir des répercussions surtout immenses pour la suite de la philosophie et de la pensée, de la science, enfin de tous les savoirs. Alors, est-ce qu'on commence Gémiste Pléton ? Peut-être pas. Non, Non. Vous avez soif. Donc, on va faire la pause. Gémiste Pléton n'est pas quelqu'un de très très connu et c'est dommage. Donc, ces dates, c'est 1360, 1452, 52 ou 54. Ça dépend, on ne sait pas trop. Donc, 14e, 15e siècle. Donc, il s'appelle Georges Gémistos. Gémistos dit Pléton, c'est un philosophe byzantin. Et lui, il considère que la philosophie de Platon, qui elle-même est héritière de celle de Pythagore, et même, dit-il, des sages et des mages, disciples de Zoroastre, qui aurait vécu il y a
pas mal de milliers d'années, eh bien que cette philosophie peut sauver l'Occident. Donc il va proposer, c'est un être assez polyvalent, puisqu'il va proposer des réformes économiques, sociales et politiques, et il souhaite refonder le politique par un modèle métaphysique polythéiste, c'est-à-dire que il est vraiment tout orthodoxe qu'il est. Il pense que le modèle polythéiste est plus adapté que le modèle monothéiste pour faire renaître, régénérer l'Occident. Donc en fait, il y a une ambition religieuse, mais aussi politique dans le projet de Platon. Donc il naît vers 1360 à Constantinople, dans une famille de prêtres orthodoxes, dans laquelle il reçoit une formation classique complète, et il acquiert une grande réputation comme professeur et grand érudit. C'est quelqu'un qui est extrêmement érudit. Et donc il va être invité à participer à ce fameux concile de Florence en vue de l'union des églises. Et il va chercher, donc quand il voit les oppositions qui subsistent autour de cette controverse du filioque, il va chercher à faire l'union d'une manière plus philosophique. Donc, chercher dans la métaphysique et la philosophie le moyen de faire se réunir tout ce beau monde. Et à Florence, il est en contact avec Leonardo Bruni, qui va être l'un des premiers traducteurs de Platon, donc du grec en latin. Et il se trouve qu'il donne un certain nombre de causeries, de réunions, de conférences, et un qui vient l'écouter, c'est Côme de Médicis. Côme qui est quelqu'un de très ouvert, qui s'intéresse à beaucoup de choses, très curieux. Il vient écouter Platon, où notamment Gémiste Platon est en train de parler des œuvres d'Aristote, de Platon, et il explique pourquoi Aristote est en désaccord avec Platon et pourquoi Aristote a tort, c'est-à-dire que Platon est un défenseur de Platon face à Aristote, et ceci interpelle Côme de Médicis, qui trouve ça très intéressant. Et il va aussi apprendre plein de choses sur Zoroastre, le zoroastrisme et ses fameux oracles chaldaïques. Aussi toute la littérature d'Hermès, le fameux Hermès Trismégiste, la littérature hermétique qui revient aussi en force à ce moment-là. Donc Côme est très intéressé, et c'est là où il va voir Platon pour lui proposer de créer à nouveau une académie platonicienne, donc pour faire surgir à nouveau cette académie. Donc ils conçoivent ensemble ce projet, évidemment, qui sera à créer à Florence, puisqu'ils sont tous les deux à Florence. Et c'est de là, on peut dire, de l'union de ces deux hommes, que naît cette renaissance philosophique grecque. Après le concile, à la fin du concile, Platon va retourner à Mystra, où il poursuit son œuvre jusqu'à un âge très avancé, donc œuvre de commentaires, de traduction, et de grande érudition. Après sa mort, on va faire saisir son œuvre principale, qui s'appelle le Traité des lois, qui va être ramené à Constantinople en 1460, donc après sa mort, et qui est brûlé, au moins en partie, par les représentants de l'Église orthodoxe. Parce que ce traité n'est justement pas très orthodoxe, dans cette vision un petit peu trop platonicienne. Alors ces œuvres, elles sont assez immenses, c'est des œuvres de philosophie, de théologie, de musique, de rhétorique, de grammaire, d'histoire, des traités de géographie, et il va rédiger aussi des oraisons funèbres. Donc c'est quelqu'un qui est très créatif, très
prolixe et qui écrit beaucoup d'œuvres. Donc parmi ses œuvres, on retiendra Oracle magique des mages disciples de Zoroastre. Vous voyez, ça revient vraiment comme un élément important, cette magie de Zoroastre. Commentaires sur les oracles chaldéiques, mais aussi du destin, des vertus. Donc il va revenir aux vertus telles qu'enseignées par Platon, Aristote, le fameux traité des lois. En quoi Aristote est en désaccord avec Platon. Là, il a bien vu, Platon, qu'il y avait quand même un désaccord profond entre la vision aristotélicienne et la vision platonicienne. Et donc, voilà, ce qui est à retenir de Platon, c'est cette venue au Concile de Florence, cette énorme érudition et cet apport donc d'œuvres différentes qui vont ouvrir les horizons, et notamment à Côme, qui a vraiment un esprit de mécène, et qui va à partir de là encourager personnellement et avec ses deniers ce travail de l'académie et des artistes, tous les artistes qui gravitent autour. Alors, ils vont donc tous les deux faire le projet. Celui qui va le faire vivre vraiment et le faire se développer, c'est Marcille Ficin. Marcillo Ficino Ficin. Donc, dans les dates, c'est 1433-1499. Et qui, lui, est un Florentin, qui est issu d'une famille de médecins. Il est né près de Florence, et il étudie la grammaire, la médecine, la théologie, et il apprend le grec. Et il va faire la connaissance de Côme, de Médicis, qui va faire de lui son traducteur attitré. Donc Marcille Ficin, c'est une œuvre colossale, mais aussi une œuvre de traducteur. C'est le traducteur attitré de Côme de Médicis. Et comme Côme a de l'argent, très curieux, il va avoir tout un réseau de voyageurs qui ont pour mission de ramener à Florence tous les manuscrits originaux, grecs, ou des copies, mais tout ce qu'ils y trouvent. Donc, là, on a vraiment un parallèle avec Alexandrie, où vous vous rappelez que dans les bateaux qui arrivaient à Alexandrie, on prenait les manuscrits, on en faisait des copies, et puis les bateaux repartaient avec les copies, mais les originaux restaient à la bibliothèque d'Alexandrie. Bon, c'est un petit peu la même chose qui se passe avec Ptolémée Ier et Côme. Côme probablement s'inspire du personnage de Ptolémée Ier, et donc il arrive à rassembler des manuscrits précieux, et il les donne à Marcille Ficin pour qu'il les traduise du grec donc en latin. Et Marcille Ficin va passer ses nuits et ses jours à traduire pratiquement toutes les œuvres de Platon. Et donc, ce sont ces traductions que l'Occident, à partir du XVIe, XVIIe siècle, va avoir. Toutes les traductions de Platon, ce seront les traductions de Marcille Ficin. Évidemment, qui vont avoir une grande différence avec les traductions jusqu'alors faites, qui étaient des traductions faites à partir de l'arabe. Grec, arabe, latin. Et là, on retraduit donc directement du texte grec. Et alors, il va devenir donc un infatigable traducteur de toutes les œuvres que Côme achète et fait venir à Florence. 2 ans avant la mort de Côme, il met à sa disposition, donc en 1462, la Villa Careggi pour y faire vraiment le projet, cette fois concret, avec une maison de l'Académie platonicienne. Et il lui fait ce cadeau, entre autres, pour le remercier de ses traductions de Platon et d'Hermès Trismégiste, puisqu'il va aussi traduire ces œuvres un peu mystérieuses d'Hermès Trismégiste, la table d'émeraude, le poémentaire, des écrits extrêmement anciens qui avaient été un petit peu oubliés. Alors,
Marcille Ficin parle lui-même de sa deuxième naissance, grâce à son père spirituel. C'est-à-dire Côme est vraiment son père spirituel, son maître, son guide. Et c'est lui qui lui révèle Platon, que lui a fait connaître Platon. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une transmission. Et il va donc donner toute son énergie au développement de cette académie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est quand même ordonné prêtre en 1473, puis chanoine à la cathédrale de Florence en 1487. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des ressemblances entre Alexandrie et Florence. Ça, c'était des charges. Remercier. Oh, plus que ça, je pense. Et par contre, après la mort de Laurent, le Magnifique, lorsque Charles VIII, accueilli par Savonarola, chasse les Médicis de la ville de Florence en 1494, Marcille Ficin, prudent, se retire à la campagne et ne reviendra à Florence que pour y mourir. Donc, quand les choses commencent à se gâter avec Savonarola et l'histoire qu'on verra avec Pile de la Mirandole, il se retire de la Villa Careggi. Ils sont chassés par qui, ici, Charles VIII. Ah, Charles VIII. Charles. Donc, Marcille Ficin va être traducteur du poémendaire et hermétique, des dialogues de Platon, des Énéades de Plotin. Il va traduire toutes les 6 Énéades de Plotin, plusieurs traités néoplatoniciens, la théologie mystique et les noms divins de Denis l'Aréopagite, aussi un auteur connu. Et il écrit, alors là cette fois c'est pas une traduction, il écrit la théologie platonicienne de l'immortalité des âmes et la religion chrétienne. Théologie platonicienne de l'immortalité des âmes. Donc il va défendre cette vision platonicienne ou néo-platonicienne de l'immortalité de l'âme. Et il va aussi voir qu'est-ce qu'on peut retrouver de ceci dans la religion chrétienne. Il va écrire aussi un traité sur le plaisir, une étude psychomédicale, 3 livres de la vie, qui s'appelle 3 livres de la vie, et un grand nombre de lettres, puisque c'est quelqu'un qui écrit beaucoup et qu'il va faire publier même de son vivant. Alors, ce qu'on peut retenir de Ficin, c'est justement cette vision néo-platonicienne de l'âme, puisque ça va être repris par beaucoup d'auteurs à l'époque, et notamment par Pic de la Mirandole. Donc pour Ficin, l'âme de l'être humain est immortelle, en tout cas il y a une partie de l'âme qui est immortelle, et elle est, comme il dit, le milieu, ou le lien du monde, car elle est le moyen terme reliant le domaine des choses purement corporelles à celle de l'esprit, purement divin. C'est-à-dire, il reprend cette idée qu'on trouve dans le Phèdre, de l'attelage ailé de l'âme, que l'âme est médiatrice entre le monde concret, le monde sensible, et le monde supérieur de l'esprit. Et il va reprendre cette idée qu'avait développée Platon dans certains de ses dialogues, donc notamment le Phèdre, où l'âme est tripartite. Elle-même, cette âme médiatrice, est tripartite, et c'est justement parce qu'elle est tripartite qu'elle peut faire la jonction entre le monde sensible et le monde intelligible. Donc cette tripartition de l'âme, où il y a une partie de l'âme qui jouxte le plan concret, le plan somatique, il y a une partie qui jouxte le plan supérieur, qui est justement cette partie immortelle de l'âme, et puis il y a le milieu, le cœur même de l'âme, qui lui est mortel. Mais il y a ces 3 parties dans l'âme.
Et donc, il défend cette idée d'une partie immortelle de l'âme, et que cette tripartition de l'âme, qu'il emprunte à Platon, est vraiment la spécificité humaine. C'est-à-dire que ni les végétaux, les animaux n'ont cette partie immortelle de l'âme, et ni les êtres supérieurs non plus, ou les êtres célestes, hein, les anges, la hiérarchie des anges et autres, parce que eux, ils ont dépassé en fait le statut humain. C'est ça qui va être aussi beaucoup développé après par Pic de la Mirandole, cette spécificité du statut humain, qui est médiateur et qui fait la grandeur de l'homme que d'être dans cette tension entre des statuts, disons, inférieurs de la nature et le statut céleste ou divin. Et on va se trouver donc tous les paradoxes et les contradictions propres à l'être humain. Et donc il va écrire aussi un commentaire célèbre sur le banquet de Platon. C'est peut-être ce qui est aujourd'hui réédité, le commentaire de Ficin sur le banquet de Platon. Donc avec toutes ces visions d'éros, hein, l'amour, et où il est question de l'amour comme ascension spirituelle vers le monde des idées. Donc il va reprendre cette vision qu'on trouve dans le banquet, hein, de Platon, l'amour. Pour ça je ne développe pas parce qu'on en a largement parlé, le moteur de l'amour pour cette ascension vers le monde intelligible. Et donc il explique que l'homme occupe une place intermédiaire dans un cosmos hiérarchisé, et il va mettre l'accent sur la dignité singulière de l'âme individuelle, qui est prisonnière d'un univers à demi illusoire, mais appelée à une ascension contemplative et unitive. C'est-à-dire que le destin de l'âme est de retrouver, hein, ou de vivre cette union au divin, hein, au céleste. Mais dans un cosmos hiérarchisé, et il va étudier la différence de cette vision néoplatonicienne ou platonicienne de l'âme avec ce qu'on peut trouver dans les écrits chrétiens, la révélation chrétienne. Alors ces travaux de Marcille Ficin, qui sont immenses, vont beaucoup marquer Pic de la Mirandole. Il y a deux êtres qui vont être particulièrement touchés, hein, par le travail de Ficin, c'est Pic de la Mirandole et, dans le domaine artistique, Botticelli. Donc ils sont des participants réguliers, hein, qui font partie du cœur de l'Académie florentine. Alors Pic de la Mirandole, 1463-1494, donc hein, comme vous le savez, il est mort très jeune, hein, ce qui rend, disons, aussi son personnage particulièrement fascinant. Et il a eu une vie donc courte mais glorieuse. Hein, vous connaissez sûrement les portraits, hein, Pic de la Mirandole, qui représentent cet homme typique de la Renaissance, hein, qui accorde aussi beaucoup d'importance à son esthétique, à sa manière d'être. Alors lui, il va vivre une vie coupée en deux, parce qu'il y a vraiment deux périodes dans la vie de Pic. Un début de jeunesse totalement débridé, mondain, avec toutes les frasques possibles, imaginables, et puis tout d'un coup, une sorte de conversion, oui, c'est pas tout à fait comme Saint-Augustin, parce que c'est un autre type de conversion. Ce sera une conversion philosophique et pas religieuse, et qui vont le faire entrer dans une deuxième partie de vie beaucoup plus studieuse, beaucoup plus sage, mais toujours avec ce don de la provocation. Pic de la Mirandole est un grand provocateur. Et c'est celui qu'on surnomme
prince de Concordia, puisque il hérite d'une propriété familiale qui était la demeure, la propriété de Concordia. Et il est vrai que ce nom va le poursuivre, puisqu'il va à la fois créer des polémiques, mais aussi chercher quand même cet esprit d'union et de concorde dans cette période un petit peu troublée. Alors, c'est en 1486 qu'il va rédiger un discours en latin qu'il ne pourra jamais lire. Et ce texte, c'est ce qu'on va appeler le fameux discours sur la dignité de l'homme. Qui est une apologie de la grandeur de l'homme et de sa dignité. Qu'est-ce qui fait la grandeur et la dignité de l'homme? Et c'est l'éditeur de ces œuvres qui, après sa mort, va donner ce titre à ce qui n'est en fait qu'une préface. Une préface à ce que Pic rédige comme étant ses 900 thèses. 900 thèses qui résument pour lui la problématique philosophique et théologique de l'époque. Alors, il va avoir une pensée donc, qui est assez paradoxale, comme je disais, à la fois conciliatrice et polémique, à la fois provocatrice et séductrice, hein, c'est un grand séducteur, et qui va avoir une grande influence sur des philosophes très, très variés en fait, de l'époque. Mais surtout, il veut définitivement tourner le dos à la scolastique médiévale, qu'il trouve absolument abrutissante, et il veut, comme il dit, retrouver la voie royale de la théologie nourricière de l'âme. C'est-à-dire il veut redonner de la vie, hein, vraiment du cœur à tous ces débats et à toutes ces discussions à la fois théologiques et métaphysiques et philosophiques. Alors, deux périodes opposées, je disais, et cette fameuse dispute qu'il veut organiser, qui n'aura jamais lieu, pour discuter de ces 900 thèses, va marquer le tournant hein, de sa vie. Puisqu'en 1484, il se lie d'amitié avec Marcille Ficin, avec Laurent de Médicis aussi, et il devient un des collaborateurs les plus actifs de l'Académie. Il va aussi beaucoup voyager, et au cours de ses voyages, lui aussi est un avaleur de livres, et il va constituer une bibliothèque qui est une des plus importantes de Florence, la bibliothèque de Pic. Il se met à l'étude des langues orientales aussi, en 1486. Il va apprendre l'arabe, l'hébreu, le chaldéen. Il a un engouement total pour la Kabbale. Et donc, il va jouer un grand rôle pour mieux faire connaître la pensée kabbalistique. Et il va écrire un certain nombre d'ouvrages sur le sujet. Et donc, en 1486, toujours, c'est le tournant de son existence, il compose ses 900 thèses portant sur tous les domaines de la philosophie et de la théologie. Et il va, et c'est là son côté provocateur, il va lancer un défi à tous les savants et tous ceux que ça intéresse pour une controverse publique. Il est même prêt à payer le voyage à tous ceux qui voudraient bien venir discuter avec lui de ces 900 thèses. Bon, donc là, c'est vraiment le côté extrêmement provocateur. Et
cette dispute devrait avoir lieu à Rome. Et là, évidemment, ça ne va pas se passer exactement comme il le souhaite. Il y a une coalition qui se forme, et cette grande, c'est même pas un colloque, là, c'est une grande confrontation, est interdite par un décret de la commission papale. Donc cette grande confrontation à laquelle il a rêvé n'aura jamais lieu, et il est même contraint en 1487 de renoncer publiquement à 13 conclusions jugées hérétiques. Donc il y a 13 de ces 900 thèses qui sont jugées hérétiques par l'Église. Ce qui est même incroyable, c'est qu'il n'y en ait que 13. Ce qui prouve bien que c'était pas aussi évident pour l'Église. Je me rappelle plus. Si, on sait, mais je ne sais plus qui était le pape. Mais Jules, c'est peut-être Jules II. Oui, aussi. Ouais. Et 1487. 1487. Et ou soit Sixte IV, soit Jules II. Voilà. Un des deux. Oui. Voilà, on a des érudits là, des esprits de la Renaissance. C'est des époques passionnantes. Oui, tout à fait. Et donc il est persécuté aussi quand même par la curie romaine. Il est même arrêté, puisqu'il veut se rendre en France, il est arrêté près de Lyon. En 1488, il est même incarcéré au donjon de Vincennes, pour dire que quand même, il a pris des risques. Bon, il sera libéré, mais il n'empêche qu'il sera toujours refusé à la Sorbonne. La Sorbonne, qui est quand même largement encore sous la coupe de l'Église, refusera toujours l'accès de ces amphithéâtres à Pic de la Mirandole. Et il ne pourra pas soutenir ses thèses, et donc il reviendra en Italie. Il est invité par Laurent le Magnifique à Florence, et il ne quittera pas Florence jusqu'à sa mort. Le jour même, on dit qu'il meurt le jour même où le roi de France, Charles VIII, y fait son entrée. Bon. Alors il y a beaucoup d'hypothèses qui sont aujourd'hui encore ouvertes sur les causes de sa mort. On dit que peut-être il aurait été empoisonné petit à petit, par petites doses, et peut-être même par Savonarole. Donc c'est aujourd'hui une hypothèse qui est assez dominante chez les historiens. Alors que va développer, alors il va écrire ses 900 thèses, il ne pourra pas en débattre, mais que va développer Pic dans ses ouvrages? Deux grandes choses. La dignité de l'homme microcosme. Donc, ça c'est vraiment essentiel, puisque c'est aujourd'hui ce qui est le plus lu de Pic de la Mirandole, c'est ce discours de la dignité de l'homme, qui est donc, j'insiste, simplement la petite préface qu'il avait rédigée à ces 900 thèses. Et c'est ce que l'on considère encore aujourd'hui comme la charte de l'humanisme de la Renaissance. Donc si on veut connaître un peu cet esprit de la Renaissance, c'est ça qu'il faut lire, pour voir comment ces hommes de la Renaissance voyaient l'être humain après ce qu'ils considéraient une époque quand même obscure et dure pour l'être humain avec la période médiévale, où surtout, c'est dit en toutes lettres, que cette histoire apportée par saint Augustin du péché a vraiment donné de l'homme une vision de soumission et d'obscurité dont il est temps de sortir. Et c'est pour ça que il va y avoir la référence à la vision de l'Antiquité, où il n'y a pas du tout cette notion de péché, et où l'homme est largement libre de choisir son destin. Et c'est ça qu'il va mettre en évidence. Donc il reprend l'image antique de l'homme microcosme, donc l'homme microcosme, macrocosme, et ce qu'il veut y montrer,
Donc là, c'est là où il se démarque aussi de certaines visions de l'Antiquité, c'est que il ne dit pas que l'homme est semblable en tant que microcosme au macrocosme, mais qu'il est le siège d'une différence, d'une distinction qui lui est spécifique. Ce par quoi l'homme occupe une position privilégiée et même exceptionnelle parmi toutes les créatures. C'est-à-dire, pour lui, ce n'est pas une malédiction d'être humain, c'est une bénédiction. C'est vraiment une position privilégiée, unique, dont l'homme doit être conscient, fier, mais qui lui donne aussi des responsabilités. Puisque c'est une position médiatrice, mais distincte. Donc il va dire, l'homme est un être libre. Je vous conseille vraiment la lecture de ce petit texte, c'est pas très long, ce n'est qu'une préface, parce qu'il est vraiment, je trouve, très, très inspirateur. C'est un être libre. Autrement dit, son essence ne lui est conférée par aucune providence divine, ni par la force aveugle de la nature. L'homme est libre, mais ça ne lui est donné ni par Dieu, ni par la nature. Il se la donne à lui-même. C'est pour ça qu'il y a parfois un côté grandiloquent. Enfin, ces penseurs humanistes de la Renaissance, parce qu'ils ont une vision très haute, très, très grande de l'être humain, qui égale parfois presque le divin. C'est là le côté un petit peu hérétique. Il se la donne à lui-même, cette liberté. Il est ce qu'il devient et il devient ce qu'il se fait. C'est-à-dire, quelque part, l'homme peut presque se considérer l'égal du divin ou se passer du divin, puisqu'il a en lui-même cette parcelle divine dont il est le garant, enfin le responsable. L'homme est l'artisan de son propre destin, dans le sens où il peut réaliser ou actualiser son essence. Donc là, il veut vraiment rompre, mais de manière assez radicale, plus que radicale, avec cette vision de l'homme soumis, de l'homme soumis à la grâce, à la grâce divine, et qui paye encore les conséquences du péché originel. Donc ça, c'est le grand point de Pic, cette défense de l'homme dans sa grandeur, dans sa dignité, dans sa liberté. Et c'est là où on voit ensuite comment cette idée de liberté va être reprise par les penseurs des Lumières et qui va préparer petit à petit la Révolution française. Il y a vraiment là Vous voyez que c'est une liberté revisitée. C'est pas la liberté telle que les philosophes de l'Antiquité la concevaient exactement. C'est revisité, un petit peu comme nos successeurs différents de l'Académie, qui revisitaient chaque fois un petit peu les choses. Deuxième point spécifique de Pic, mais spécifique de toute cette époque de la Renaissance, c'est la défense de la philosophie qu'on va appeler ésotérique, qui est le résultat de ce mariage avec ces textes du Moyen-Orient. Philosophie ésotérique dans le sens où il va y avoir des décryptages, des décodages, des interprétations à faire de ces textes qui ne vont pas pouvoir être compris forcément au premier abord. Donc il y a un côté un peu caché qu'il va falloir, ou intérieur, disons, qu'il va falloir expliciter. Donc pour Pic, et c'est là cette idée de clectisme m'avait vraiment poussé à l'extrême, qu'il s'agisse de la tradition, de la Bible, du corpus des pères de l'Église, de la Kabbale, de la sagesse enclose dans la littérature grecque, de l'enseignement de saint Thomas ou de celui d'Averroès, tout cela constitue un trésor de l'humanité dont on ne peut rien exclure, et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un trésor qui n'est jamais
définitivement acquis, mais que le capital, c'est un capital que l'esprit humain doit continuellement faire fructifier. Et donc là, il se situe dans toute une tradition herméneutique, d'interprétation, d'ouverture. Il sera un fervent admirateur de Platon, de Plotin, enfin, c'est ce qui l'inspire, mais jamais il ne se considérera prisonnier d'un dogme ou d'une adoration inconditionnelle de ces gens. Il prendra toujours ses distances, tout en étant un fervent transmetteur de tous ces gens. Et ça, c'est aussi une application de cette liberté de pensée formidable qu'on a à cette époque. Et dans une période quand même extrêmement troublée et risquée, parce que ces gens risquent la vie à faire ce qu'ils font, c'est clair. On le verra aussi après avec Galilée ou Giordano Bruno qui jouent leur vie à défendre ces idées. Donc, c'est un capital que l'esprit humain doit continuellement faire fructifier et que l'esprit humain est capable de faire fructifier. Donc, il n'admet aucune cristallisation dogmatique. C'est pas un fanatique de Platon, d'Aristote ou de Plotin, mais c'est toujours à réétudier et à faire vivre surtout. Savoir que l'Académie florentine, par exemple, célébrait les anniversaires de la naissance de Platon, d'Aristote. Il y avait cette idée de vraiment créer des liens concrets, vitaux, avec ces exemples de l'Antiquité, et pas de les considérer vraiment comme des icônes intellectuelles, mais de les rendre très, très vivants. Donc, comme il dit, ce serait faire injure à l'intelligence de l'homme et mal servir la mémoire de ces grands hommes d'en faire des défenseurs de dogmes. Donc, l'œuvre de Pic de la Mirandole, malgré sa courte vie, elle est colossale. Il va écrire des sonnets, en plus de ses 900 thèses, et une apologie heptaplus, où il va reprendre la symbolique des 7 jours de la création. Il va écrire des écrits sur les œuvres sur la Kabbale, l'être et l'un, une œuvre assez colossale, qui est unique à son époque, et qui est le fruit d'une érudition absolument extraordinaire. Dans l'esprit de Pic, le savoir s'organise par strates de vérité, par découvertes et révélations successives. C'est-à-dire, on ne saisit jamais un auteur d'un seul coup. Il faut l'étudier, revenir, interpréter, et chaque fois, là-dessus, il va être très, très marqué aussi par la tradition hébraïque, où l'interprétation d'un texte est toujours ouverte. Et on peut toujours, et chacun peut avoir sa nouvelle interprétation, son avis sur un texte. Donc il n'y a jamais une signification figée d'un texte. Donc là, on est vraiment dans une tradition, on va appeler herméneutique, qui vient de la science d'Hermès, vraiment toujours interpréter, réinterpréter les choses. Et il va donc dire que la chronologie de toutes ces œuvres remonte à la nuit des temps, et il va donc avoir une inspiration très éclectique de philosophie, mais aussi des poètes et de ces fameux écrits moyen-orientaux. Et donc, peut-être l'apport le plus important de son travail, c'est la présence dans ces textes de la doctrine ésotérique, de l'orphisme et de la Kabbale, qui sont à l'époque un peu oubliés. Donc, sur les écrits sur la Kabbale, c'est clair, mais aussi il va réhabiliter la tradition orphique, donc des mystères d'Orphée, où là aussi il y a cette idée d'une ascension spirituelle vers le divin, possible, ouverte à chaque être humain.
Et donc il va refaire connaître un certain nombre de textes oubliés sur l'enseignement délivré aux orphiques, orphiques et pythagoriciens, enfin tous ces courants qui vont courir, je sais plus, quelqu'un m'a parlé tout à l'heure de la gnose, qui vont nourrir ensuite ce qu'on appelle l'esprit de la gnose, la connaissance, qui va être là aussi extrêmement éclectique par rapport à ses sources d'inspiration. Donc un travail colossal qui va créer ce bouillonnement qu'on connaît à Florence et qui va ensuite inspirer, puisque la Renaissance c'est pas qu'une parenthèse, va inspirer vraiment l'esprit des Lumières, où il y a vraiment à la fois une rupture, parce que bien sûr les penseurs des Lumières veulent beaucoup penser par eux-mêmes et refonder un certain nombre de choses, mais ils vont quand même reprendre cette idée de grandeur de l'homme et surtout cette soif de liberté. Et c'est pour ça qu'après, de manière un peu caricaturale, dont on revient aujourd'hui, il y a cette opposition du Moyen-Âge et de la Renaissance. Moyen-Âge qui aurait été une période obscure, une période de ténèbres, et la Renaissance lumineuse. Bon, aujourd'hui on sait que c'est trop manichéen ce schéma, puisque le Moyen-Âge a eu ses lumières, et la Renaissance a eu ses ténèbres, parce qu'on voit quand même tous ces procès en Inquisition, ces hérésies qui sont jugées, ça c'est quand même les ténèbres de la Renaissance. Donc toute période a ses lumières et ses ténèbres, et on ne peut pas opposer de manière caricaturale l'une et l'autre. Mais il y a encore quelques dizaines d'années, c'était ça le schéma. C'est pour ça qu'il y a eu des ouvrages pour sortir du Moyen-Âge, pour redorer le blason du Moyen-Âge. Parce que c'est vrai qu'à cette époque de la Renaissance, on va facilement jeter, disons, un petit peu l'anathème sur ces penseurs scolastiques, en voyant que les mauvais côtés. Ce qui n'est pas le cas de Pic, puisqu'il le reconnaissait aussi à saint Thomas, à Averroès, beaucoup de mérites. Donc lui, donc une pensée provocatrice et conciliatrice à la fois. Ce qui rend ce personnage assez fascinant. Il y a des romans qui ont été écrits sur la vie de Pic dans les Randoles qui sont vraiment intéressants. Je ne sais plus, Catherine Vincent, je crois, sur la vie de Pic, qui le rend très, très attachant. Plus d'ouvrages, il y a eu plus d'ouvrages sur Pic que sur Ficin. Même si Ficin est aussi l'archétype de l'homme universel. D'un énorme travail. Bon voilà, quelques évocations comme ça de ces personnages. Et surtout, n'oubliez pas Platon. Platon, il a eu un disciple aussi important, intéressant, qui s'appelle Bessarion, qui est encore moins connu que Platon. Mais si vous cherchez, je sais que si vous cherchez sur Internet après, allez chercher Platon, allez chercher Bessarion, B-E-2-S-A-R-I-O-N, qui lui aussi avait une immense bibliothèque. C'est des gens intéressants à mieux connaître. Voilà, alors avec ça on finit le cycle sur l'académie, et à partir de la semaine prochaine, on s'attaque au dernier dialogue, avec l'apologie de Socrate, qui commencera notre étude des dialogues. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine.